Je vais vous donner un petit peu le sentiment, aujourd'hui, du côté des Républicains. Pas que ce qu'on vient de voir, hein. Vous avez vu que même du côté du Parti républicain, on regarde la Floride en disant, bah, voilà, laissons-les, laissons-les se débrouiller. C'est comme ça, on va faire avec. Mais aujourd'hui, le sentiment au sein du Parti républicain, et plus précisément chez tous ces candidats qui se représentent au Sénat, qui se représentent également à la Chambre des représentants, c'est l'inquiétude, l'angoisse. Je suis assez soft dans ces termes-là, parce qu'on voit de plus en plus apparaître des termes dans les médias américains en disant qu'ils sont terrifiés de ces élections qui arrivent. On est à moins de 80 jours de ces élections de mi-mandat qui arrivent, parce que la politique de Trump, à tous les niveaux, évidemment, on va reparler de l'Iran, mais pas que, c'est un échec. Et donc, on voit arriver ces midterms avec cette espèce d'angoisse grandissante, où on se rend compte que sur les questions économiques, mais aussi sur les promesses de Donald Trump, on n'a rien à mettre en avant pour nos électeurs. D'autant plus que pendant ce temps, Donald Trump continue, on va voir ça tout de suite, à faire la pub. Pourquoi ? Pour la course, par exemple, la fameuse course de voiture à Washington. Je pense que ça arrive dans les prochains jours. On va aller voir le genre de publicité que fait la Maison-Blanche, le Freedom Grand Prix. Donc voilà, C'est vrai qu'il y a ça en plus au encore milieu. une fois, on est complètement déconnecté des angoisses, des problèmes réels des électeurs. Donc il fait ça, ou alors il utilise ce qui est un handicap, mais on en reparlera lorsqu'on va revenir sur cette partie-là de Regime Change, qui est aujourd'hui le seul sujet qui l'intéresse, c'est parler de ses travaux. Et si vous allez aujourd'hui sur Truth Social, sur le Truth Social de Trump, bah, regardez le genre de choses qu'il poste. Et on sent que c'est quasiment lui qui a pris les photos, ou alors c'est Nathalie Harp. Mais en tout cas, de prendre donc des photos en disant, bah, regardez, les restaurations des colonnes avancent très bien. Chez moi, à The White House. C'est grâce à moi. Donc, c'est ça. Et quand il ne parle pas des colonnes, regardez, il va dire, regardez mon bilan. Parce que justement, on va parler du bilan de Donald Trump. Hein. Son bilan, c'est celui des décorations de Washington, D.C. On a fait cette émission qui était extrêmement intéressante. D'ailleurs, on aurait presque pu faire une partie vidéo sur cet argent des parcs nationaux qui est pillé. On a fait Des 900, on a fait c'est oui. 900 millions de dollars, 900 millions de dollars qui ont été pris par Donald Trump pour ça. Donc, il est vraiment 100% focus, et c'est ce que dit Thomas. On en parlait l'autre jour dans Regime Change. Que dit Maggie Haberman sur Donald Trump ? Et que c'est la seule chose. On voit Trump en permanence endormi ou embêté, mais le seul moment, jour après jour, où il montre de l'énergie, de l'enthousiasme, c'est pour parler de construction. C'est les projets qui font rêver Trump, et c'est vraiment le moment de sa journée. Vous avez la meilleure version de Trump, c'est quand devant lui on peut parler des détails, des colonnes, du ballroom, tout ça. Trump, depuis toujours en fait, il s'intéresse à construire et détruire des choses. Voilà. Des 134 poubelles qui ont été installées du côté de Washington DC. C'est honnêtement, we've made America great again. J'ai voté pour ça. C'est pas pour l'économie, c'est pas pour justement, aucune présidence. Non, c'est 134 mais poubelles. c'est aussi son bilan. C'est-à-dire et c'est ce qui fait peur aux élus républicains, aux candidats républicains, c'est que le bilan de Trump, c'est celui-ci. Et c'est lié à des décisions qui n'impactent pas le quotidien des Américains. Et au contraire, on va voir comme ces décisions impactent le quotidien des Américains. Et on va utiliser un extraordinaire article qui est sorti aujourd'hui dans le New York Times, qui en 11 graphiques va détailler l'échec de Donald Trump et comment il a menti à ses électeurs et menti aux Américains.
Juste pour vous montrer, on va voir, je vous montre juste la première pour que vous compreniez de quoi on parle, parce que je veux qu'on fasse un exercice, parce que je l'ai trouvé complètement perturbant de le faire. Donc, par exemple, sur Donald Trump qui expliquait que la croissance allait être de retour comme jamais aux États-Unis, le fameux Golden Age, et ben, vous voyez que oui, il y a eu des résultats extraordinaires après à la fin de la pandémie, donc le rebond après pandémie, mais que la croissance depuis que Donald Trump est arrivé, elle est en train de s'effondrer. Vous voyez, du côté des 2 dernières années de Biden, c'était 2,9 et 2,8. On est passé à 2,1 et pour cette année, on va au mieux sur du 1,8. C'est possible que ça soit pire que ça. Donc ça, on va passer dessus parce que c'est d'une manière extrêmement visuelle de mesurer l'échec. Oui, Thomas ? Non, ça me faisait penser à ce mème où des Simpsons où il dit « Ah, mais aujourd'hui, c'est la pire journée pour l'économie ever ». Et il y a le père qui vient lui dire « Jusqu'à présent ». C'est exactement ça. Jusqu'à présent. 1,8%. Jusqu'à présent. Attendez, il y a encore quelques mois en 2026. Mais avant de faire le tour de ces graphiques, et encore une fois vraiment extrêmement intéressant, je voudrais que on revienne, parce que l'exercice est fascinant, sur cette une de The Economist. On s'en rappelle, on était au mois d'octobre 2024, avant les élections. Avant les élections, c'était le bilan de l'économie américaine sous Joe Biden. Le but ici n'est pas de dire, voilà, on regrette l'époque de Joe Biden, etc., etc. C'est juste de faire un exercice. Vous le savez, on n'hésite pas à critiquer le travail de certains. Alors, est-ce qu'ils sont journalistes quand on est expert de pipeau ? Il y a un débat à avoir qu'on ne va pas avoir maintenant, Thomas, je te rassure, parce que je suis obligé de citer des noms. Ça, on va pas le faire. 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 Bon, on va pas le faire. J'ai pas le droit. On va pas le faire. Mais il faut aussi reconnaître quand il y a du travail d'excellente qualité. Et donc, évidemment, quand j'ai regardé toute cette série, ces 11 promesses de Donald Trump non tenues et ces 11 échecs de Donald Trump sur l'économie américaine, j'ai repensé évidemment à cette une avec ce dollar qui est en train de monter façon fusée, en expliquant que l'économie américaine était devenue l'envie du monde. Et donc, je suis allé reprendre le dossier. Merci d'ailleurs, l'abonnement The Economist, c'est quelque chose qui est rendu possible parce que vous soutenez cette chaîne. Donc merci à celles et ceux qui nous soutiennent ici grâce au super chat, super stickers, l'abonnement à la Team MM ou sur Maintenant Média. C'est le meilleur endroit pour le faire. Allez vous abonner sur Maintenant Média. Soutenez-nous si vous le pouvez là-bas. Et donc, je suis allé retrouver cet article qui commence par ce titre complètement fou. On a vu le premier graphique, cet ralentissement extrêmement important de la croissance 2025 et 2026. En 2024, The Economist titre que l'économie américaine est meilleure et plus grande que jamais. Et avec ce sous-titre qui va évidemment nous intéresser en disant mais est-ce que c'est finalement... vu qu'on est à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2024, est-ce que c'est les élus, les politics, qui vont faire que cette économie américaine va cracher et va retourner sur Terre? Je crois qu'on est le 24 octobre. On est le 24 octobre. Le 19 entre le 25, la semaine du 19 au 25. Voilà, spoiler alert, la réponse, on la connaît parce qu'on la vit. Donc c'est intéressant de faire ce voyage en arrière parce qu'on voit qu'on est en 2024. En 2026, la réponse, c'est oui. Et donc je me suis dit, mais quels étaient les points mis en avant dans cet article ? Et il y avait 2 candidats à l'époque, il y avait Kamala Harris et Trump, et on va voir tout ça. Et donc, ils disent, voilà, regardez, c'est clair que les États-Unis, quel que soit le président, ne vont pas perdre leur position dominante en termes d'économie. Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Mais je vais même pas me prononcer. Bref. Mais il nous dit, l'article dit, c'est l'introduction de l'article, mais plus tard, ou plus tôt, des décisions politiques pourries vont commencer
à venir handicaper cette politique, cette économie américaine. Et après, et c'est là que c'est super inquiétant parce qu'ils ont raison sur tout le reste, donc ils ont sûrement raison aussi sur ça, de dire que ça sera extrêmement dur de faire marche arrière. Une fois que tous les signaux sont au rouge, ça va être très difficile de s'en sortir. Spoiler alert une deuxième fois, du divulgavage, je ne sais plus comment on dit. On en est là. On en est là. Vous allez voir après ces 11 graphiques. Mais donc, on va continuer dans cet article 2024. Et donc, cet article nous dit, regardez, pour l'instant, on est dans un pays qui est extrêmement fort. Il y a les travailleurs, entre autres, tout ce qui est travailleurs d'usine, tout ça va mieux. Mais on termine en disant l'économie n'est pas immunisée face aux choix politiques. Et plus ce pays va être divisé, plus ça va être un problème parce que les deux candidats, que ce soit Harris ou Trump, ont des politiques marquées dans un sens qui risque de créer des problèmes. Et regardez, c'est The Economist, ce n'est pas un journal de gauche, qui conclut, et spécialement les choix politiques de Donald Trump. On est en 2024, avant l'élection. Et justement, on va continuer dans cette direction parce que les résultats, ils se sont dit, OK, on va expliquer pourquoi Trump, et regardez cette première ligne. Monsieur Trump pose un plus grand risque à l'extraordinaire économie américaine. Et là, on développe quoi ? On développe les tarifs, cette volonté d'expulser des étrangers qui sont impliqués dans l'économie américaine et qui font fonctionner les États-Unis, son attaque contre les institutions, la Federal Reserve, donc on l'a vu, la Fed, comment ça s'est passé, mais aussi la loi en général, en disant voilà, il veut centraliser tout ce qui est les pouvoirs, empêcher cette forme d'indépendance. Résultat, il va limiter l'attraction des États-Unis pour tout ce qui est talent et pour argent, etc. etc. Et donc, en disant que voilà, est-ce que Trump va le faire ? On n'en est pas certain à ce moment-là, mais que si il fait ça, l'économie américaine va être impactée. T'en penses quoi de ce paragraphe ? Oui, en plus, cet article, c'est la deuxième ou troisième fois, et à chaque fois, c'est très intéressant d'y revenir, parce que comme tu l'as dit, oui, on est en train de le vivre. Et voilà, n'oubliez pas Liberation Day, cette fameuse journée tariffs. Là, déjà, on vous parlait de ces frais douaniers. C'était presque 6 mois plus tard, en avril. ICE, c'était vraiment en 2025. Et un de ces arguments qu'il y a eu aussi pendant la campagne de certains républicains un peu plus modérés et pas à 100% MAGA, c'est toujours de dire, ouais, ok, Trump, il fait beaucoup de bruit en campagne, il aime dire des choses, mais en fait, le gars, il nous a jamais emmenés en nouvelle guerre, voilà, c'est pas en fou non plus, il dit beaucoup de choses, mais à la fin, il va garder contrôle, surtout sur l'économie, c'est son point fort. C'était souvent quelque chose qu'on disait, et donc voilà pourquoi l'article dit à voir s'il va vraiment faire des frais douaniers, à voir s'il va vraiment essayer d'expulser des millions de personnes de l'économie, sauf que maintenant on a vu. Exactement, on a vu, et donc la conclusion de cet article de 2024, c'était de dire que on ne sait pas combien seront mauvaises les idées d'un président malheureusement, avant que tout le système s'effondre, avant qu'on vive la chute, avant qu'on vive l'échec. Je ne sais pas ton chat, Cody, comment il réagit à tout ça, cet article. Quand on a mis cette première citation en disant qu'il n'y a rien qui peut détruire l'économie américaine, je te laisse croire ce que le chat a commencé à dire. Et oui, comme Nathalie nous dit, oui, mais the Dow. Oui, mais tout va bien. Il y a le Dow The Dow is over 50,000. Et vous osez critiquer président Trump. Ouais, c'est ce qu'il a dit l'autre jour. Il a dit non, l'économie va bien du point de vue de Wall Street. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, confirmant l'adage que tout ce que touche Trump meurt, on va voir son bilan
en forme de 11 échecs. Donc Thomas va vous remontrer très rapidement ce premier graphique qui mettait en avant le fait qu'il y a un ralentissement de la croissance. Et ce qu'on va voir, c'est que tout le monde est impacté par ce ralentissement, cet échec économique. On va voir le deuxième graphique. Cette fois-ci, c'est celui sur balancer le budget en disant, voilà, on ne va pas creuser les déficits. Et on voit que... alors souvent, on voit passer, et les premières fois que j'ai vu passer ça, je me suis dit, c'est sûrement de la propagande. C'est que c'est vrai que les républicains, depuis toujours, font leur publicité sur une espèce de responsabilité fiscale, budget, le contrôle du budget. Et très souvent, on voit passer les mêmes. Vous les avez certainement vus dans le chat en disant, mais non, en fait, ce sont les présidents démocrates qui limitent voire corrige sous Bill Clinton. Ça a été vraiment peut-être une exception. On passe de déficit à surplus, mais ce sont les démocrates, et derrière les républicains, ils arrivent et ils cassent tout. Si vous regardez ces courbes-là depuis Obama jusqu'à Trump 2, ça y ressemble énormément. Alors évidemment, à la défense de Trump, il y a eu le déficit qui a été lié à Covid, au milieu de tout ça, qui est venu fausser un petit peu les statistiques. Mais vous voyez où part la courbe depuis son arrivée, et où on la projette, les économies, en disant, si on continue la politique de Trump sans modification, et ces projections n'intègrent pas ce qui se passe du côté de l'Iran, parce que personne ne sait quand est-ce que ça va se terminer et comment ça va se terminer, vous avez cette courbe qui continue à s'enfoncer, avec un déficit qui va dépasser les 3 trillions de dollars. Donc, c'est assez énorme. C'est les fameux billions, c'est ça? Oui, c'est les billions français. Donc, quand on parle évidemment de dette au niveau de la dette nationale, alors que Trump avait évidemment promis qu'il n'y aurait plus de date, chaque fois c'était tout very quickly. Je trouve que c'est vraiment formidable de mettre la promesse en amont et le résultat, l'échec après. On voit qu'on arrive à cette situation où vous avez la dette nationale qui est en train de battre le record de celle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors évidemment, c'est en dollars constants. On était dans une guerre mondiale. On était en effort de guerre. Et on voit que les projections... Regardez, j'aime pas du tout la direction de cette courbe de la projection. Non, pas du tout. Mais c'est très visuel comme approche, tout ça. En plus d'avoir la citation directe de Trump après le fait suivi. Ouais, donc ça aussi, c'est un point extrêmement important parce que ça fait toujours partie du discours de Trump. Combien de fois vous a montré des extraits où il explique qu'il y a des milliers d'entreprises, d'usines qui sont en train d'être construites aux États-Unis, des millions d'emplois qui sont créés actuellement, et justement, il était du côté du Michigan, là où Abdul Saïd est candidat, pour venir expliquer qu'il y avait des tas de boulots dans le manufacturing job qui étaient créés, donc pour tout ce qui est fabrication de produits, et on voit que ce n'est pas le cas. On voit que du côté de Joe Biden, on avait réussi à remonter la situation, et c'est pour ça que The Economist était aussi positif. On avait réussi à remonter la situation après la pandémie, après Covid, et de relancer justement la fabrication aux États-Unis. Et c'est le candidat qui est Make America Great Again et qui est America First, qui fait exactement le contraire. Vous voyez la courbe qui chute. Autre graphique, autre échec pour Donald Trump. Les fameux frais douaniers. Et donc là, on voit quoi ? On voit que non seulement c'est un échec, mais que on est obligé de rembourser, pas les consommateurs, pas les citoyens américains, mais les entreprises qui ont payé ça. Nous, ils nous ont fait passer après les prix. Et donc voilà, donc c'est aussi en termes de tarifs, c'est aussi un échec. C'est cette décision de prendre les frais douaniers. J'aimerais savoir s'il y a eu un autre exemple historique
où le département des frais douaniers américains est devenu un département qui coûte de l'argent à la place de rapporter, qui coûte plus de 20 milliards par an qu'autre chose, quoi. Non, et vous voyez, c'était pas le cas avant, c'est pas la norme, c'est pas la norme. Évidemment, la courbe de l'inflation, où on voit que l'inflation qui avait monté au moment de la pandémie reste extrêmement haute, alors qu'il avait expliqué qu'à la fin dès le premier jour de son mandat, il mettra fin à l'inflation. Évidemment, la baisse des prix, ça ne s'est pas passé. Mais ce qui est encore plus inquiétant dans cette courbe, c'est qu'on voit que les salaires sont désormais rattrapés par l'inflation. Ouais. Donc, résultat, vous avez une inflation qui est forte, vous avez des revenus qui ne bougent plus et qui n'arrivent pas à compenser cette inflation-là. Et donc vous avez des gros soucis économiques pour les Américains. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le Golden Age. Ne vous inquiétez pas, il y a des travaux du côté de Washington. C'était un autre point dans l'article du Envy of the World, de comment il y avait en parallèle, si vous voyez les courbes, quand l'inflation montait, mais il y avait aussi les salaires qui montaient et vice-versa. Mais c'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est stable du tout. Non, la stabilité, c'est terminé. Donc évidemment, on arrive au prix du pétrole. On va parler tout à l'heure de l'Iran, parce que vous voyez qu'en termes de prix, alors que il avait expliqué que ce serait une politique essentielle pour lui, que c'était le prix de tout ce qui était énergie qui allait permettre à le Golden Age, en disant que voilà, le prix de l'essence allait baisser sous les 2 gallons. La barre des 2 gallons n'est même pas sur le schéma. Hein. Des $2 le gallon n'est même pas sur le schéma. Non, il n'y est même pas. Donc, on en est là et on va voir que les dernières décisions de Trump vont dans le sens contraire. Un autre point qui était mis en avant, c'était de dire, voilà, je vais rendre possible d'entrée, on va faire baisser les prix de l'habitation de 30% parce qu'on va enlever tout ce qui est regulation, tout ce qui est contrôle, on va supprimer tout ça. Tout a été supprimé, mais vous voyez que le prix de l'habitation aux États-Unis est... pardon ? À peine bougé. Ouais, et vous voyez que, résultat, on est dans une situation extrêmement compliquée où acheter du neuf ou faire construire, ou acheter même une maison qui ne vient pas d'être construite, c'est devenu un rêve inaccessible pour les Américains. Et tout ça va évidemment peser pour cette élection de mi-mandat du 3 novembre prochain. Et quand je vous disais c'est inaccessible, c'est que Donald Trump avait annoncé que le taux de crédit pour les crédits immobiliers allait baisser à 3%. Allait baisser à 3%. On est à 7%. On est à 7%. C'est encore un échec de Donald Trump. C'est encore une promesse de campagne qui n'a pas été tenue. Et pire encore, parce que très souvent, il a lié ça aux décisions de la Fed, on voit que sur les derniers mois, on est reparti à la hausse. Ouais. On est reparti à la hausse. Et donc, d'acheter une maison avec des taux de crédit de 7%, c'est extrêmement compliqué. Et ça, c'est peut-être la statistique qui me rend le plus fou, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump peut compter sur un seul électorat. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le pari pour les midterms, en se disant, Donald Trump continue à être populaire chez les 65 ans et plus. Ce sont des gens qui vont voter, contrairement parfois aux jeunes qui disent qu'ils sont mécontents, mais ils ne vont pas aller voter. Donc on dit, cette catégorie de l'électorat qui est satisfaite de Donald Trump, c'est celle qui va aller voter. Mais c'est aussi celle qui est la plus dépendante de ce qui est Medicaid, à tes souhaits, Medicaid, Medicare et Social Security. C'est la retraite aux États-Unis, tout ça. Et évidemment, le discours de Donald Trump, ça a toujours été dire pendant la campagne, ne vous inquiétez pas, on ne va rien couper, votre retraite, etc. Et dans la réalité, on voit que les coupes sur Medicaid sont de plus en plus grandes. C'est projeté
à cause du One Big Beautiful Bill. Et ce que vous allez remarquer encore une fois, c'est que les plus grandes coupes en ce qui est retraite aux États-Unis, tout ce qui est médical, c'est projeté pour exister après les élections de maintenant. Donc là-dedans, on calcule quoi? On calcule par exemple le fait qu'on va fermer des hôpitaux. Les fermetures sont programmées, mais la plupart auront lieu pour l'année 2027. C'est vraiment l'idée. C'était après les midterms. Exactement. Et le dernier échec de Donald Trump, c'est évidemment celui de la santé, du coût de la santé aux États-Unis via l'assurance, via Obamacare, par exemple. Non seulement les coûts ont augmenté, mais les aides ont été supprimées. C'est deux choses à la fois. C'est le coût est de plus en plus fort, alors qu'évidemment, il avait expliqué que les coûts de l'assurance santé, c'est vraiment en rase gratis. Quand on revoit ces 11 promesses de campagne, il avait peur de rien. Il savait que c'était la présidence de la prison. C'était la présidence de la prison, et peut-être il a raison. C'est comme ça qu'on est élu, d'expliquer en permanence que il allait faire tout ça, tout allait dans tous les niveaux. Vous alliez avoir plus d'argent, vous alliez payer moins pour les maisons, vous alliez payer moins pour la nourriture, moins pour l'essence, vous alliez payer moins pour votre assurance santé. Et on voit que l'assurance santé, c'est un bond sans précédent sous Trump, 26% d'augmentation depuis l'année dernière. Et encore une fois, c'est sans la coupure des aides. Donc, c'est clair qu'il y a un échec à ce niveau-là, et que cet échec, et du coup le sort de Donald Trump aux primaires, est fortement lié, mais pas que, on a vu la responsabilité des frais douaniers, mais fortement lié à ce qui se passe en Iran. Et ce qui est vraiment inquiétant pour les républicains, vraiment inquiétant pour Donald Trump, c'est que les Iraniens, bien évidemment, ont compris tout ça. Ils ont compris qu'il y a un compte à rebours qui a été lancé, qui est celui des primaires, et que désormais, ils ont la possibilité d'avoir une victoire. Pas une victoire sur le terrain des opérations, quoique on va parler d'un petit peu de Hormuz, mais une victoire aux États-Unis. Ils peuvent faire chuter le parti du président et handicaper durablement Donald Trump. On va en parler tout de suite après.